au moment du décès. Nous allons voir ça en détail, mais restons un instant encore au XIXe siècle, puisque nous sommes bien à la jonction entre le politique et le social, et qu'on voit l'idée de droit de cuissage jouer un rôle dans certains grands mouvements féministes ou pré-féministes. Je pense en particulier à la grande grève des porcelainières de Haviland à Limoges en avril 1905. On a même parlé d'un second Fourmi qui a pour origine le droit de cuissage qui aurait été exercé par un contremaître nommé Penaud. On chantait même une chanson qui se déroulait ainsi. Le père Penaud passe son temps à faire le charmeur. Tous les jours, nous le voyons avec la femme de poil à marron. Voilà pourquoi nous disons à bas Penaud. Quand une fille vient demander du travail pour turbiner, avant de lui demander son nom, il lui touche les nichons. Et si cela lui plaît, vite, elle est embauchée. On chantait ça tout en protestant dans les rues à Limoges contre les patrons porcelainiers. Oui, alors là, effectivement, et c'est l'objet de l'ouvrage paru il y a quelques années de Marie-Victoire Louis, ça s'intitule précisément le droit de cuissage, et dont les dates sont 1860-1930. Effectivement, là, il s'agit le grand mouvement de Limoges a été extrêmement important, parce que c'est une des toutes premières manifestations de défense des femmes sur le lieu de travail. Et là, il s'agissait effectivement, là, on est, bien que Marie-Victoire Louis... en quelque sorte, continue à multiplier le mythe en donnant ce titre de droit de cuissage. Bon, il est évident qu'il s'agit ici d'une revendication, enfin d'une protestation sociale qui est documentée, qui concerne des abus de pouvoir portant sur la sexualité, exactement comme des abus de pouvoir concernant d'autres domaines, l'enrichissement personnel, etc. En montrant en même temps comment cette question d'honneur des ouvrières a été récupérée par les ouvriers comme une question d'honneur ouvrier. Oui, tout à fait. Tout à fait. Là, le mouvement des femmes a été effectivement intégré dans un mouvement plus général. Oui. Alors nous allons remonter en arrière pour essayer de débusquer ce qu'il y a de vrai ou de faux au Moyen-Âge. Nous avons commencé. Arrêtons-nous tout de même un instant encore au XVIIe siècle pour retrouver Don Juan, mais cette fois sous la forme que lui a donnée Molière en 1665. Don Juan. Alain Bourron, je trouve toujours à la jonction entre ce qui pourrait apparaître comme un droit juridique et une séduction dolosive, comme on disait au XIXe siècle. Oui, mais dans ce cas-là, il s'agit plutôt de la séduction et de l'usage par le Seigneur de sa puissance sociale et culturelle et symbolique. Hein. Nous ne sommes pas encore, enfin ce sera à peu près un peu plus d'un siècle plus tard, à Beaumarchais, 1784, qui lui présente le droit de cuissage comme l'enjeu même de son intrigue. Alors maintenant, Alain Bourreau, venons-en directement tout droit au Moyen-Âge à proprement parler. Qu'en est-il de fait de ce droit de cuissage, ce droit de jambage, ce droit de marquette, enfin, jus prime noctis, le droit de la première nuit? Quelles que soient les appellations, il s'agit de la même chose. Oui, alors d'abord, il faut être clair là-dessus. Toutes ces appellations diverses sont extrêmement tardives. Un droit de cuissage, c'est milieu du XVIIIe siècle. 12 prime noctis, c'est aussi la période moderne du côté de l'érudition allemande, ainsi de suite. Les seules désignations qui ont pu authentifier, disons, depuis le XIIe, XIIIe siècle jusqu'à la fin du Moyen-Âge, c'est des mots essentiellement latins comme maritagium, culagium, ainsi de suite. Ce qui veut dire ? Qui désigne ce droit, le droit à prélèvement sur le mariage d'un dépendant ou d'une dépendante. Hein. Puisque, de quoi s'agit-il? Ça, c'est un processus social extrêmement clair. Hein. C'est que lorsque les enfants d'un dépendant, dépendant qui peut être soit dans un statut, à certaines époques, de servage assez strict, soit un simple lien, disons, de dépendance foncière, le fait de marier un enfant, fille ou garçon, hors d'une seigneurie, du ressort d'une seigneurie, est une perte financière virtuelle pour le seigneur qui est compensé par le versement d'un droit. Hein. Donc il s'agit des conséquences financières des règles de partage liées à la dépendance foncière et qui n'ont strictement rien à voir avec le cuissage. Et de surcroît, un glissement sémantique, une sorte de jeu de mots involontaire autour de l'expression culage, culagium voulant dire collecte. Voilà, c'est-à-dire que des mots, c'est-à-dire que les redevances au Moyen-Âge, les redevances seigneuriales, c'est un champ sémantique absolument infini. Il y a des dizaines, voire des centaines de termes qui peuvent interpréter un peu comme on veut. D'ailleurs, pour une grande partie, on ne connaît pas exactement leur origine, hein, puisque c'était des droits qui variaient un peu suivant même si les structures sont communes, qui variaient dans le détail suivant chaque seigneurie. Donc, c'est des termes qui sont très largement marqués
disons, de connotation provinciale, régionale, particulière. Alors, le droit de cuissage semble n'avoir pas existé, d'après vous, et pourtant, beaucoup d'auteurs ont été en quelque sorte obsédés dès ce moment-là par son existence potentielle. Vous citez Jean de Mondeville au XIVe siècle. Oui, en tant qu'auteur, un des premiers auteurs, disons, connus de voyages extraordinaires, genre qui va se développer plus tardivement. Robinsonade, futur, une île, thème de l'île. Oui, tout à fait. Dans ces découvertes qui sont imaginaires, il s'agit d'un voyage en fait imaginaire, présenté comme réel, il tombe sur des lieux où effectivement se pratiquent des coutumes sexuelles bizarres. Alors ça, c'est une autre source continue, c'est qui d'ailleurs n'est pas arrêtée, qui continue de nos jours, même si la part des terres inconnues diminue et presque réduite à néant. Disons, le rêve qu'ont les voyageurs ou leurs lecteurs de découvrir des lieux où se pratiquent des coutumes sexuelles complètement bizarres, à l'inverse de ce qu'on connaît. Rêverie sur le communisme sexuel, rêverie sur le partage, voilà, qui a donné lieu aussi à des débats en anthropologie extraordinaires. Souvenons-nous de Margaret Mead et des débats qu'a suscité ces enquêtes dans les années 30-40. Donc, cette source a existé aussi depuis le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, donc, c'était Mandeville, mais aussi plus tard, la Renaissance, et l'époque des grandes découvertes, des grands récits de voyage, il y a effectivement toutes sortes de notations plus ou moins imaginaires sur ce qui se passe chez les Indiens d'Amérique ou les Indiens d'Extrême-Orient. Même dans Montaigne. Même dans Montaigne, il est fait allusion, et Montaigne là, utilise des récits de voyage espagnols. Sur l'Amérique précolombienne, il nous dit dans les essais, si c'est un marchand qui se marie, tous les marchands conviés à la noce couchent avec l'épousée avant lui. C'est pas un fantasme. Et plus il y en a, plus elle a d'honneur et de recommandations, de fermeté et de capacité. Si un officier se marie, il en va de même. De même si c'est un noble, et ainsi des autres, sauf si c'est un laboureur ou quelqu'un du bas peuple. Là, le social rencontre la psychanalyse. Car alors, et voilà, si c'est un laboureur, c'est au seigneur à faire. Et pourtant, on ne laisse pas d'y recommander étroitement la loyauté pendant le mariage. Ensuite, fidélité une fois le mariage accompli. Montaigne les essaie. Oui, là ça fait partie on n'est pas sûr que Montaigne croit vraiment à ces récits qu'il utilise, mais disons que ça fait partie pour Montaigne de son grand éloge de la relativité de toutes les mœurs dans le monde. On rencontre tout dans le monde. Alors bon, il y a une part de rêverie, je crois, peut-être profondément masculine, sur des sexualités étranges et alternatives. Et il y a aussi la part, je crois, de cet intérêt chez Montaigne pour la bizarrerie qui montre que les lois universelles ne s'appliquent pas, n'ont pas de réelle force. Avec peut-être, si on s'attarde un instant du côté de la psychanalyse, une sorte d'inquiétude devant la virginité des femmes. Ah oui, ça c'est aussi un thème qui court à travers cette enquête, effectivement. La question qui a été soulevée d'ailleurs par des ethnologues du XIXe siècle, dont on trouve un écho chez Freud de lui-même. Effectivement, des pratiques qui ressemblent à cette espèce de communisme sexuel ou de droit de cuissage déterminé par catégorie, correspondraient à une terreur supposée devant la défloration féminine. Pour revenir à l'île de Jean de Mandeville, du XIVe siècle, il a décrit belle et bonne et grande et bien peuplée, mais il y précise que la coutume veut que la première nuit qu'ils sont mariés, ils font coucher un autre homme avec leur femme pour la dépuceler, et ils le payent bien pour cela. Il y a dans certaines villes des valets qui ne servent qu'à cela, appelés cadibérii, c'est-à-dire fous désespérés. Extraordinaire. Pourquoi désespérés? Parce qu'ils nous ont dit qu'autrefois, certains étaient morts pour avoir dépucelé des femmes qui avaient des serpents dans le corps. C'est pour cela qu'ils ont cette coutume et qu'ils font toujours essayer le passage par un autre avant de tenter l'aventure. Fin de citation. Oui, il faut dire d'ailleurs que au cours de cette enquête, dans ces différents versants, j'ai rencontré l'extraordinaire luxuriance de la misogynie universelle dans l'histoire. Alors on retrouve aussi le thème de la sexualité ancillaire qui s'est développé un peu partout au Moyen-Âge et ensuite qui a réapparu au XVIIIe siècle, qui constitue au fond le nœud du droit du Seigneur de Voltaire ou du mariage de Figaro.
Là, on est vraiment alors, au Caire. Effectivement, c'est ce que j'ai voulu montrer dans un chapitre de ce livre, c'est que la période vraiment de développement littéraire et de popularisation du droit de cuissage, qui aboutit à Beaumarchais et à Mozart, mais qui est préparé pendant tout le XVIIIe siècle, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas une vision, comme au XIXe siècle, du Moyen-Âge. À l'époque, d'ailleurs, on ne s'en soucie pas vraiment. On parle des droits seigneuriaux abusifs, bien sûr, mais qui intéresse plutôt dans le présent, je dirais, hein, dans le présent XVIIe, XVIIIe siècle. Et donc, il m'a semblé, et je crois que c'est assez clair quand on relit Beaumarchais, il m'a semblé que ce qui était en question, c'était moins le seigneur médiéval que le maître de maison. D'ailleurs, dans Beaumarchais, l'action se passe à l'intérieur de la maison. Il ne s'agit pas d'un lointain dépendant, une dépendante de paysans. Hein. C'est des gens qui sont dans la maison. Toute l'intrigue est organisée autour de ce que Figaro appelle ce droit honteux que le comte Almaviva aurait supprimé et dont Suzanne lui dit que s'il l'a détruit, il s'en repent. Alors, Alain Bourreau. Oui, alors, donc ici, nous avons un monde de la maison, un monde de la relation entre la servante, la courte servante et le maître. Donc nous ne sommes pas du tout dans le monde féodal. Et ce que j'essaie de montrer précisément, c'est que nous avons ici disons, sur une période assez précise, c'est-à-dire XVIIe, XVIIIe siècle, un moment où l'on s'inquiète beaucoup, notamment en France, mais aussi un peu dans toute l'Europe, de la multiplication des naissances illégitimes dans les maisons, dans les familles, et où on a l'impression que le thème de l'abus de pouvoir de la part du maître patriarche, entre guillemets, ou du jeune maître qui fait son initiation sexuelle aux dépens des servantes, ce thème devient important, et c'est le moment où on parle effectivement, notamment chez les magistrats, du thème de la séduction, hein, qui commence à ce moment-là. Qui va courir jusqu'au XIXe siècle. Oui, oui, tout à fait. Le milieu bourgeois, la comédie bourgeoise, les romans bourgeois de la Troisième République. Là, je pense qu'on a affaire, disons, à un contexte relativement précis, parce que XVIIe, XVIIIe siècle, enfin bon, les historiens ne sont pas toujours d'accord, mais enfin, c'est quand même le moment, disons, de refermeture de la maison, de la maisonnée familiale. C'est la fin progressive de la famille étendue. On a l'impression, et c'est aussi la fin de la grande période des bordels publics, qui était une période florissante au XIVe, XVe siècle, début XVIe siècle. La fin des formes de réel esclavage qu'il y a eu et de nouvel esclavage qu'il y a eu à la fin du Moyen-Âge, notamment en Italie. C'est une période donc où les rapports entre domestiques en général et maîtres dans la maison deviennent des rapports plus denses, plus tendus et plus conflictuels aussi. Donc vous voyez, il y a, je crois, un contexte historique relativement précis à cette obsession de l'abus de la part du maître qu'on trouve tout au long de ce XVIIIe siècle littéraire. Et en même temps, le droit de cuissage apparaît comme un exemple parmi d'autres de droit abusif qu'on attribue à la féodalité, surtout à partir de ce XVIIIe siècle, puisqu'il s'agit de la combattre. Il y a beaucoup d'autres droits imaginaires, en passant, on peut les rappeler. Le fameux droit de ravage, qui n'aurait pas existé, le droit de prélassement, etc. Il faut rappeler ce que c'était. Le droit de grenouillage, qui consiste, enfin, le seigneur, d'après ses mythes, pouvait imposer à ses dépendants de venir battre les eaux des douves du château pour empêcher les grenouilles de troubler le sommeil du seigneur. Je demandais ce qui faisait le plus de bruit, des coassements ou du bruit de l'eau frappée. Ouais, bon, le droit de ravage, c'est le seigneur qui aurait pu, pour son seul plaisir, en signe de mécontentement, lancer sa meute et ses chevaux dans les champs du pauvre cerf. Et le droit de prélassement, il aurait même eu le droit de faire éventrer les cerfs pour s'y réchauffer les pieds après une journée de chasse. Là, on est en pleine fantasmagorie.